Bonjour tout le monde. Donc ça c'est le Office Hours. J'espère que vous avez amené tous vos devoirs. On va les revoir ensemble. Et rapprochez-vous. Ouais, ça va là-bas. On est assez là. Si vous voulez être plus près, mais comme vous voulez. Donc bienvenue dans le Office Hours Mikado. Il y a une petite erreur dans le programme. Je ne suis pas expert. Je connais des experts. Mais j'ai quand même une expérience avec Mikado. Et c'est pas ça Mikado. Je sais pas si... Qui a déjà utilisé Mikado? Okay. Et j'ai oublié la question suivante. C'est la fin de la journée. Donc voilà, on va parler de Mikado. Je vais parler de Mikado, vous allez parler aussi avec moi, parce que c'est quand même Office Hours et on va discuter. Qui je suis, j'ai déjà dit tout à l'heure, mais voilà, je suis développeur agiliste depuis très longtemps. Je suis tech lead, maintenant je suis manager, je fais de l'architecture, je suis formateur. J'ai une famille, tout ça. J'aime bien cuisiner, jardiner. Tout ça, en fait, c'est déjà dans le programme, si vous avez lu le programme. Je suis président d'Okiwi. Je ne sais pas si vous connaissez Okiwi. C'est un peu loin d'ici. C'est l'association de crafters bordelais. Certains disent, et pas moi, que c'est la meilleure communauté de crafters en France. On est tellement bon qu'il y a des gens d'ici qui sont dans notre groupe. De gens de partout. Donc voilà, si vous avez envie de rejoindre la communauté, on n'est pas limité par la géographie. Donc vous pouvez aller sur le site, demander une invitation sur le Slack. Et voilà, je suis américain, donc je suis désolé. J'ai un dialecte de français un peu bizarre, mais... Et d'abord, on va faire une expérience. Vous êtes prêts? Et dis-moi si vous avez déjà fait ça. Donc j'ai le papier et j'ai le marqueur. Donc ça c'est partie interactive. Donc je ne vais pas distribuer le papier. Vous allez auto-distribuer le papier. Il est là. Les marqueurs sont là. Donc venez chercher le papier. Papier virtuel marche très bien. Si vous voulez dessiner on va dessiner, c'est tout. C'est pas rien de très compliqué, mais on va dessiner. Et c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà fait. Ça m'étonnerait, mais on ne sait jamais. Ah, ça c'est des bons élèves, tu vois. Une seule feuille, deux feuilles? Une seule feuille ou peut-être un support pour dessiner. Mais si vous avez une chaise vide à côté de vous, ça peut aider. J'ai quelques marqueurs. Tiens, qui veut un marqueur? Oui? Moi aussi, merci. Allez, marqueur? Vous avez un marqueur? Marqueur? Oui, c'est bon? Okay, j'en ai d'autres. On est prêt? Donc, je vous laisse 5 minutes, ok? Plus ou moins, il n'y a pas de timer. Dessinez sans des mots. Je ne veux pas un descriptif technique, je veux que vous dessinez comment faire du pain grillé. Ok? C'est clair? Vous définissez les paramètres. Ok? Je ne veux pas vous donner beaucoup plus de consignes. Vous dessinez comment faire du pain grillé. C'est bon? Ah, tiens, j'en ai une autre. Est-ce que tout le monde a un marqueur qui fonctionne? Non?
Et je vous dis d'entrée, il n'y a pas de bonne réponse, mauvaise réponse. Vos dessins sont corrects d'office. Don't overthink. Faire plusieurs versions. Si tu veux, tu peux commencer un deuxième, oui. Je vois que les marqueurs commencent à bouger un peu moins. Donc, mais on laisse tout le monde finir, il n'y a pas de pression. Comme c'est les office hours, on va commencer par voir qui a bien suivi les consignes. Ok, qui veut être le volontaire? Qui va montrer en premier le dessin? Ou tu veux le faire depuis le bas? On peut. Oui, tu peux juste te lever. Explique-nous, comment faire des pains grillés? Déjà, il faut avoir du pain. Donc, Ouais. je sors de chez moi, je vais à la boulangerie, je reviens avec une baguette. Ok. Je paye. Donc je sors mon porte-monnaie, je Ouais. reviens chez moi. Ok. Ensuite, je passe par la porte, je vais chercher un couteau, je coupe le pain, je le mets dans le grille-pain, j'attends un petit peu, et ensuite je sors le pain qui est grillé. Parfait. Tout à fait correct. Alors, Oui. J'avais fait une version un peu plus compliquée Mhm. qui impliquait des machines et tout ça, mais en fait j'ai simplifié. Vous prenez une tranche de pain, 2 sources de chaleur pendant un certain temps. Tout à fait correct aussi. Oui. Moi je sais que le plus important finalement au début j'ai fait pareil, donc le pain, tout ça, et puis je me suis dit le plus important c'était pourquoi je le faisais, et je me mets du chocolat dessus. Ok. Voilà. Parfait. Donc on a des pains grillés avec le chocolat. Ok. Next. Vas-y. Moi, ça a déjà été dit, je pense. Moi, je suis partie d'un pain, je le coupe Ok. dans un grille-pain, j'attends, et ça me fait une tranche de pain grillé. Parfait. C'est ça. Ok. Il faut prendre un abonnement d'électricité aussi. C'est branché qu'on n'a pas l'électricité. Il faut être près du boulangerie. Oui. Une maison. Où on n'a pas de grille-pain, on peut le passer au four. Ok. Oui. Ça marche aussi. Voilà. On a des pains grillés. Ça fait pas grillé. On a pain Si on grillé. n'a pas de pain, on peut le faire au lieu d'aller à la boulangerie, on peut prendre de la farine. Ah, Simplement, Et on la passe au four. ouais. Mettre le pain dans le grille-pain, descendre le machin. Le machin que personne connaît le nom. Oui. Ouais, C'est- voilà. Et puis ensuite c'est done. Ah, ok. Voilà. Très bien. Dernier partage. Oui. Pareil. Ok. On part, On on coupe. part du niveau du pain, Ok. on coupe pendant une tranche, on rajoute un grille-pain au milieu, puis on est content. Parfait. Ok. C'est super. Mathieu, tu as vu? Moi, je voulais tricher, j'avais pas envie de couper le pain, alors j'ai acheté du pain de mie. Ok. Un pain de mie. Super. Ok, donc on voit plein de choses. C'est très cool. Parfois, il y a des personnes. Parfois, il n'y en a pas. Il y a personne contente déjà. Parfois, il y a des étapes de brancher le grille-pain. Parfois, il y a des grille-pains qui ne sont pas branchés.
Est-ce que c'est important? Je sais pas. Comptez vite fait, vous avez combien d'étapes? 6. Oui. Ok. Donc, qu'est-ce que ça nous montre? Qu'est-ce que cette expérience nous a montré? On n'a pas la même vision de comment on fait du pain grillé. Voilà, on n'a pas tous la même vision. C'est pas jusqu'à quel niveau de détail il faut aller. Est-ce qu'il y a des prérequis qui sont déjà implicites? Oui, c'est peut être très vaste comme sujet. On a parlé de... C'est qui a parlé de faire du pain? C'est toi? Faire du pain, non. Non, il y avait que... Ah oui, voilà. Ça peut commencer, on fait pousser du blé, quand on fait meule. Ça dépend où tu modélises, Voilà. où tu mets ton modèle en fait. Donc, ça, c'est pas moi qui ai inventé l'exercice. C'est un mec dont j'ai oublié le nom. C'est le même mec qui a inventé le Marshmallow Challenge, si vous connaissez. Il fait plein de choses comme ça. Attention sur drawtoast.com, il n'a pas de certificat SSL valide, donc tu vas avoir un alerte. C'est une expérience donc, sur le pensée systémique. En fait, on sait tous comment visualiser un système. On n'a pas tous la même vision de le système, mais là, on vient de montrer qu'on a tous une capacité de montrer un système, il marche comme ça. Donc là, on a déjà fait show and tell. Il y a certains de ces modèles. Où est-ce que vous avez hésité dans le dessin? Est-ce qu'il y a des hésitations? Où commencer? Voilà. Est-ce qu'il y en a à la farine? Est-ce qu'on a le pain? C'était très intéressant, oui? À peu près tous la même fin quand même. Bah, j'espère. Mais, oui, non, mais là, c'était des pains grillés avec Nutella. Ici, c'était une personne contente. Donc, c'est pas tout à fait exactement le même fin. Il y a du pain grillé. Personne n'a eu de pain cramé. Non, je pense pas qu'on a vu ça, mais ça veut pas dire que... Il y en a certains qui le crème à chaque fois, donc peut-être je vais le mettre. Je le crème et puis je le racle. Et voilà, et le périmètre, je vous ai un peu triché, mais vous commencez où vous voulez, vous finissez où vous voulez. Donc sur le site, il y a des exemples. Donc on a... Celui-là, c'est l'exemple avec des personnes. C'est focus les personnes. Il y a le pain, il est content et tout ça. Vraiment le processus. Donc, voilà, oui. On ne sait pas ce que c'est, mais encore un processus. Là, on branche le grille-pain. Il y a le passage de temps, qui on a vu aussi. À peu près la même chose. Hein. Un peu plus concis, mais en toujours le même concept. Et puis, un peu le dessin Christophe. Et, il y a du feu. Et Source de chaleur. C'est ça, exactement. Donc, voilà. Qu'est-ce que ça nous a montré dans nos idées de pensée systémique? Bon, on n'avait pas tous les mêmes visions. Il y a des étapes que certains ont mis, que certains n'ont pas mis. Sont nécessaires ou pas. Dans ce cas-là, c'est pas très important. Les instructions étaient vagues. Peut-être, on n'a pas trop expliqué. Il n'y a pas eu trop de mauvais ordre, mais on peut... peut-être. Les hypothèses implicites, on a du pain, on a de l'électricité. Et puis c'est difficile à vérifier tout ça. C'est que l'expérience qu'on sait que ça marche, mais si je t'explique comment faire ça et tu n'as jamais fait de ta vie, un peu douteux. Attends.
Donc c'est les mêmes idées qu'on a quand on fait des tâches au travail, que ce soit un refacto, quand tu face à un monolithe legacy pourri et tu dois ajouter quelque chose de nouveau. Ça peut être on va migrer sur le cloud ou on va transformer notre architecture. Comment vous planifiez ça? Et voilà, c'est là où Mikado to the rescue. Donc Mikado est une façon, c'est similaire. En fait, le How to Draw Toast, c'est pas du tout dans Mikado. Ça, c'est un exemple pour vous mettre un peu dans le bain. Donc c'est une façon de réflexion. C'est surtout, c'est pas un checklist comme on a marqué là. C'est pas j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. J'ai pas mes speaker notes, donc je ne sais pas ce qu'il y a prochainement. Déjà, c'est parti. Il y a un livre de 2014. Et il y a une personne ici présente, pas dans cette salle, mais qui est ici à la conférence, qui est dans les noms. C'est Laurent qui a trouvé le nom. Donc, il y a le livre, il y a plein d'informations sur Internet, sur Mikado. À la base, c'est une méthode de refacto. C'est vraiment focus refacto. Et du coup, le livre est très focus refacto. Mon expérience avec Mikado, c'est plutôt migration cloud. Je ne sais pas si j'ai déjà utilisé pour le refacto, mais c'est très intéressant quand même. Donc, c'est un outil de planification où on va définir les étapes et les dépendances pour arriver de point A à point B. Okay? Avec ces services, donc on va essayer de réfléchir avant d'agir. Est-ce qu'on peut, et du coup, on se questionne. Est-ce qu'on peut prendre ces services et mettre sur Mikado? Je vous explique la façon que j'ai appris le Mikado. C'est pour la migration cloud et on a un but. Donc on va commencer sur serveur. Okay. Qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, il faut provisionner les services. Il faut brancher le réseau. Il faut faire les routes. Et on. Donc on va commencer à faire des graphes, des post-it ou comme vous voulez. Nous, on utilise Miro. Mais tu as le but, là où on va arriver, et le départ, et tu te projettes. Et tout ce qui est évident, là, sur le moment, on va mettre un post-it. Et on met de dépendance. Avant qu'on puisse lancer le service, il faut qu'il soit provisionné, branché sur le réseau, etc. Donc on peut s'organiser ça. Là où c'est très fort, Mikado, c'est incrémental. Donc c'est pas juste on va planifier tout ça et on va exécuter. On va planifier ce que semble évident maintenant. On va commencer à exécuter. Mais dès qu'on bute sur un truc, merde, on a essayé de passer l'étape A à B et ça marche pas. On revient en arrière, on revient à l'étape A. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il faut provisionner, et vous ajoutez des étapes, ce qui manque. Et donc, dans le refacto, ce qu'ils expliquent, c'est on fait vos plans de refacto, vous commencez à exécuter, et avec des tests, TDD bien sûr, et dès que c'est test rouge, OK, CTRL Z, qu'est-ce qui est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les tests sont échoués? Vous allez gratter. Oui, OK, donc on a changé cette classe qui a une dépendance dans cette classe ici, donc il faut qu'on refacto ces dépendances. C'est le fameux Kent Beck, make the hard change easy. Let's do it. Make the change easy, then make the easy change. Yes, exactly. Donc fait le... On rend le changement facile. Oui, voilà. Ensuite, on fait le changement. C'est ça. Donc on revient, on note ce qu'on a découvert
Et puis on reprend. Et on avance. Jusqu'à ce que, à nouveau, bon, ça marche pas, non? Et donc c'est itératif. C'est pas un gros plan, big plan up front, on exécute. C'est vraiment, et on revient. Mais là, on est déjà dans des moments où tu essayes. Oui. Bon, on fait le premier plan. On va faire 20 minutes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Boum, 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 boum. Et puis on commence à mettre en place. Et dès que, oh merde, ok, il y a un truc qu'on ne voyait pas, on ne savait pas, tout ça. Et donc on revient et on repart. Mais si tu as des étapes qui sont pas rouges, tu les gardes. Tu ne reviens pas jusqu'au début. Donc, nous, ça semblait beaucoup à ça. On avait Miro, c'était l'époque de Covid. Donc, on n'était pas ensemble. Donc, on a le Lofty Goal, là où on est full cloud et tout marche bien et tous les services sont dispo. Et les étapes évidentes. Et bien sûr, tu peux avoir les multiparts. Il faut faire ça et ça et ça à partir de ces points pour pouvoir aller à ces points-là. Donc, tu peux avoir des branches, etc. Et bah, tu commences, tu exécutes et il y a un concept qui est très intéressant, c'est l'approche naïve. Don't overthink. N'essaie pas de passer 6 heures en groupe à discuter tous les problèmes possibles, etc. Fais le premier jet, commence à exécuter, fais les choses qui semblent le plus simples qui puissent marcher. Extreme Programming, si vous le souvenez. Et apprends des erreurs qui se présentent. Tout bêtement. C'est pas... Voilà, il y avait une dépendance 10 classes plus loin qu'on a violé. Maintenant, on sait. Donc, on va replanifier, on va ajouter des post-it. Et on avance comme ça. On n'essaie pas d'expert, on essaie de juste apprendre de ce que le système nous montre, de noter, reprendre la route. Donc, il y a l'artefact vivant qui est très intéressant aussi. Donc, c'est un peu comme un story map ou d'autres artefacts visuels qu'on peut avoir dans le monde de l'informatique. On peut marquer les étapes terminées. Comme vous voulez. Là, j'ai changé de couleur et mis un checkmark, mais tu veux dire, bon, ok, et pour les chefs de projet ou les gens qui sont en train de regarder, s'ils demandent où vous êtes, vous l'envoie le lien et voilà, on est là. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. C'est pas important, on a 18 étapes, on est au 5e étape. Fais le calcul. Donc, il faut leur donner le minimum d'informations possible. Surtout, tu lui parles pas du saut en arrière. Non. Non. C'est pas nécessaire, pas nécessaire. Mais ça reste quelque chose d'inconnu, donc c'est possible. Voilà, ça avance. On a un traçage de ce qu'on a fait et ce qu'on compte faire. Et c'est juste là, c'est doigt mouillé. Oui. Est-ce que sur le Miro, dans ton expérience de migration dans la cloud, tu mettais des choses, des post-it pour des choses que tu as découvert, que vous avez découvert? Par exemple, des hypothèses qui étaient fausses, mais que tu veux noter parce que... Oui, je pense qu'il y avait des... Pas seulement les post-it, tu vois, mais en plus des informations sur qu'est-ce qui s'est passé pour que tu reviennes... Oui, j'étais pas impliqué, moi j'étais plutôt dans le management à cette époque-là. Mais je sais qu'eux, ils utilisaient le tableau tous les jours. Tous les jours, c'était... Ça leur servait de support pour noter... Ah oui. C'était le planning. Ouais. C'était aussi, ils mettaient des notes, des infos, ils avaient des trucs étape finie, et puis parfois, hier il y avait 10 nœuds, maintenant il y en a 18. Ah oui, on a découvert. En fait, le service qu'on voulait migrer, ça ne marche pas du tout comme on pensait. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de faire émerger des problèmes et de les noter et de tacler le système
de façon systémique. Et donc, voilà. Je suis vachement en avance. Donc, ici, à plusieurs choses, oui. Et du coup, tu as parlé du fait que tu étais dans le management à l'époque où il y avait ça qui était en place chez toi. Mhm. Comment est-ce que tu peux t'en servir dans le management pour exprimer l'avancement si on peut rajouter à chaque fois des nouvelles étapes parce qu'elles étaient inconnues au début? Comment j'explique que on est en train de faire quelque chose de complexe et qu'on ne peut pas prévoir la totalité. Et donc du coup, est-ce que tu te dis, ok, on voudrait arriver à ça, mais peut-être qu'on va se limiter dans le temps, on dit, bon, si ça prend plus de 3 mois, alors c'est que c'est une mauvaise idée. Oui. Oui. À ce niveau de 3 mois, oui, je pense qu'on peut dire, on va essayer de migrer, mais si ça ne marche pas en 3 mois... Quand c'est ce que tu dois renoncer, en fait. Oui, c'est ça. Moi, je mettrais quelque chose de beaucoup plus rapide. On a 10 services à migrer. Si on n'a pas migré un service au bout de 2 mois, oui. On va repenser la méthode. Une fois, on l'a utilisé, alors je sais pas si ça devait être un genre de variante qu'on s'est imaginé. On devait choisir une techno de remplacement d'une autre. En fait, on n'a pas spécialement matérialisé le point de départ, mais on est parti de la fin. On a déroulé le graphe de défendance en pointant sur les hypothèses, c'était des choix de techno qu'on avait imaginés. Et on remontait jusqu'à ce qu'on tombe sur une feuille qu'on pouvait commencer à exécuter. Et en fait, quelque part, c'est marrant, ça rejoint presque ce dont tu as parlé ce matin. À la fin, finalement, visuellement, on avait une ADR. Oui. On avait un truc qui motivait les choix, puisqu'en fait, on avait des branches qui étaient explorées. Il faut les arrêter quand on considérait qu'elles étaient viables. Pas fructable, oui. Et à la fin, on déroule et on structure ces ADR. Et ça nous a permis aussi de boxer, de splitter aussi les explorations, de se partager les explorations. En même temps, mais c'était bizarre, il n'y avait pas de point de départ. Oui, toute exploration systémique, il y a un flux à un moment donné. Donc, ce qui est important, c'est d'avancer et de prendre. Et si le point de début émerge mi-chemin, ok, tant mieux. Maintenant, on sait. Tout comme le but final. Peut-être on ne sait pas encore où on va, mais on sait qu'on va aller par là-bas. Vous découvrez d'ailleurs les propriétés de ce qu'on attendait du passage. Exactement. C'est Voilà. heuristique, en fait. Oui. Et c'est aussi ça, dans l'idée make work visible. C'est de rendre le travail visible. C'est une façon de... Combien de fois vous avez travaillé dans une équipe où ils étaient en train de faire ce même type d'action, mais c'est tout dans la tête d'un mec ou peut-être 2 personnes, et rien n'est noté, et puis il y en a un qui tombe malade ou qui se barre. Et on était en train de faire un truc, mais en fait on ne sait pas du tout où on est. Je sais qu'ils étaient avancés, mais qu'est-ce qu'ils ont fait, on ne sait pas. Donc l'idée, c'est vraiment de tracer, documenter, d'avoir un guide, et de noter. Donc voilà, si vous êtes un architecte ou une équipe de dev, ça peut être un outil de planification. Ça vous donne clairement un plan. Comme tout plan, c'est faux, mais l'important, c'est d'avoir un plan. Donc, on commence. Si le développeur, voilà, le guide d'exécution, donc tu sais que aujourd'hui, il faut que je essaie de faire cette étape-là et cette étape-là, si c'est bon. Et puis, finalement, j'ai avancé nulle part, mais j'ai découvert qu'il y a 3 étapes cachées. C'est déjà un avancement. Et puis, si vous êtes manager, voilà, c'est une méthode de réduction de risque. Je sais que déjà l'équipe a un plan. Ils avancent dans le plan. Donc, je peux commencer à faire les calculs. Bon, ok, est-ce que ça rentre dans le budget? Est-ce que ça rentre dans le temps? Etc. Mais c'est une façon de partager toutes ces informations avec l'équipe. Je suis pas sûr de comprendre du coup quelle information que le manager comment il va les interpréter en voyant par exemple la progression des choses, en voyant que ça semble être complet. Comment tu l'actionnes?
il y a deux facettes de ta question. Moi, je dirais, je suis pas le manager super pointillé sur le dos. Moi, je suis plutôt manager agile. Donc, moi, je vais voir que l'équipe avance et qu'elle découvre plein de choses. Donc, si tu es un manager plutôt classique, excelien, je vais poser des questions et pas comprendre. Et ça demande peut-être un peu d'explication par un coach. Oui, si tu penses qu'un plan va être fait et exécuté sans erreur... Il n'y a pas besoin de manager alors. Hmm? Si le plan va être fait et exécuté sans erreur, il n'y a pas besoin de management. Oui, voilà. En fait, ouais, mais c'est vrai que cette question-là est super importante. Ouais. Ça peut être pas un support coaching. C'est quoi? Ça peut être une forme de support coaching pour appuyer. Oui, oui. Oui, si jamais vous avez un manager qui est très... ah, mais vous avez dit la semaine dernière que vous avez 10 tâches à finir. Pourquoi vous n'êtes pas fini? Parce qu'on a découvert qu'il y avait 5 cachés. Et c'est valide, ça devrait être valide. On fait des travaux complexes. Vous connaissez comment s'appelle le quadrant là? Simple, complexe, compliqué, complexe et chaotique. Oui. Parce que vous connaissez la différence entre complexe et compliqué? Et compliqué, c'est jeu d'échecs. Il est possible de calculer tous les... C'est compliqué, mais il y a une recette. Oui, voilà. Complexe, tu ne sais pas d'avance la recette. Voilà. Complexe, il faut que tu agis. Avant de connaître. Pour connaître, tu ne peux pas savoir d'avance le résultat. Et en l'occurrence, toutes les activités humaines sont complexes. C'est impossible de savoir qu'un groupe de développeurs va faire quelque chose. C'est intéressant cette question sur le management parce qu'en fait, c'est parce que ces activités sont complexes qu'elles ont des managers et Ouais. qu'il y a de l'argent à gérer, enfin des budgets, des recrutements. Donc si ton manager il dit pourquoi c'est pas fait alors que vous avez dit que ce serait fait, il fait le degré zéro du manager, on est d'accord. Ouais. Moi, ils sont pas au rendez-vous, mais ça je peux le voir en regardant par la fenêtre, ils sont pas au rendez-vous. Ouais. Le truc là, en tant que manager, c'est de dire quel moyen il manque en fait. Est-ce qu'on n'était pas trop ambitieux? Est-ce qu'ils sont capables? En fait, ils m'ont dit, ouais, ça va être possible. Et ça m'intéresse. Même si je suis, en tant que manager, évidemment, je sais bien qu'ils ne seront pas à la date exacte. Parce que c'est du logiciel, c'est complexe, c'est legacy, etc. Mais ce que ça rend possible pour le manager, c'est, tiens, qu'est-ce que j'ai pas prévu dans le... Ça peut être n'importe quoi, hein, dans l'orga, dans le staffing, dans les technos, dans les outils, dans les demandes des systèmes connexes, qui fait qu'on est là plutôt que là. Ça m'intéresse, quoi. Est-ce que j'ai chargé l'équipe à bloc? Déjà, si je fais ça, déjà, qu'est-ce que je suis pas Non, il n'y a aucune flexibilité. Donc, oui, l'échec n'est pas une option, etc. C'est ça, voilà. Et voilà, ok. Donc ça, c'est le dernier. On continue. Il nous reste 10 minutes. Si vous avez des questions. Oui? C'est pas une question, je sais pas si c'est une réponse. Ouais. Ce que j'en comprends de ce que tu viens de présenter, je ne connaissais pas. J'ai l'impression que c'est très utile pour les développeurs pour planifier, le manager pour voir l'avancement et du coup prendre les décisions qui en découlent. Mais pas du tout pour projeter sur la durée ou pour estimer la durée que ça va prendre, etc. C'est pas fait pour. Non. Enfin, je vois pas ce qui pourrait être fait pour, mais... Oui. Non, moi, je dirais, pour moi, c'est tombe vraiment dans le cadre de lightweight outil de planning. C'est un truc, c'est léger, c'est pas compliqué, tu n'as pas besoin de prendre une cours, faire une formation, tu peux expliquer à l'équipe en 10 minutes, et vas-y, fonce, et puis vous allez apprendre en faisant. C'est vraiment, c'est pas... Oui. C'est quel type d'informations que tu mets sur tes post-it? C'est des actions que tu dois réaliser? Oui. J'ai pas dans le... dans le livre pour le refacto, ils sont plus contraignants. Une étape doit commencer avec un verbe et avoir un résultat spécifique. Ouais,
c'est plus formel. Le bouquin Mikado Méthode, il est assez formel en fait. Oui. Oui, oui. Moi j'ai eu du mal au début parce que Non, en mais programmant. Oui. je pense que ça peut rassurer. Ouais, Avec quelque chose. Ça peut Ouais. aussi rassurer certains sponsors d'avoir un truc. Mhm. ouais, c'est rassurant parce qu'il y a une démarche. Tu sais, Ouais. tu peux sortir du bois, quoi. Tu sais. Ouais. Maintenant, c'est pas toujours tu peux pas le plaquer forcément à toutes les situations de code ou d'architecture. Du coup, s'il y a des contraintes sur les post-it, est-ce que ça se rapproche pas un tout petit peu de l'event storming avec moins en plus light? Mhm. Oui, bah, je pense, j'ai pas demandé à Alberto, mais il est possible qu'il J'ai est parlé un peu inspiré, vite, hein, parce du que coup. ça prédate. Il reste 10 minutes. Donc, et ça fait partie pour moi de 5 minutes. Ok. story mapping, Ok. event storming, Je sais pas. d'autres. Il y a des outils de planification. Ouais, j'ai triché, j'ai pris le Ah. timing du snowcamp. Ah. Donc, à 26 minutes, je dois les enchaîner. D'accord. Et là, tu devrais être à peu près à l'heure et demie. C'est toujours des Ok. Ouais. Et essaye effectivement. Merci. Classique de présenter des diagrammes de perte, par exemple, dans les grands chantiers. Mhm. Où tu dis, bah voilà tous les problèmes qu'on va avoir. Ça va se passer comme ça. Et ça va se passer comme ça. Et ça se passe pas comme ça. Et après, Oui. il faut négocier, etc. Mais Ouais. là, le truc intéressant, c'est de voir vite, avec le logiciel, le développement, Mhm. voir vite quand ça. Essayer de le faire Ouais. sans se prendre la tête, essayer de le faire, Mhm. le voir se planter et dire, tiens, on apprend quelque chose. Ouais, c'est ça. Ça, c'est la partie peut-être la plus difficile du point de vue de la culture. Mhm. Marc? Je trouve qu'un truc intéressant aussi, c'est le mapping du graphe. Je trouve que les gens, ça marche. Ouais. Bien, le modèle mental du graphe. Ouais. Mhm. Quand tu leur présentes même un Kanban qui est séquencé, c'est dur d'avoir une vision. Et là, en fait, moi, ça marche très bien. J'adore le graphe. Ouais. Mais ouais, il y a une facilité pour certains types de fonctionnement Mhm. cognitif. Ouais. Il y a beaucoup de neurodiversité dans nos métiers. Et avoir une représentation un peu différente, ça peut avoir un super impact aussi. Ouais, ouais. C'est visuel, mais je peux bien voir certains project managers que j'ai connus qui vont prendre ça et mettre dans un Excel et eux, ils vont le voir mieux. Alors que ça représente du temps potentiellement perdu en fait. Oui, oui. Alors, si tu dois revenir en arrière, ça veut dire que tu as cramé 20 jours là. Hop, regarde cette flèche qui va en arrière. Ça signifie une perte sur tes budgets. Dans ta façon de faire les comptes. Aussi, de rendre des comptes. Oui, c'est ça. C'est pas plus qu'il y avait en arrière, c'est un autre chemin. Ouais, Ouais, c'est ça. Et ça, Oui. ça pose la Ouais. question quelle marge de manœuvre tu as comme Oui, manager. oui, oui. Bah, ça, c'est toujours une question. Hein. Oui. J'ai deux remarques, questions. J'ai l'impression que c'est du coup fait que pour des petites équipes, parce que si Ouais. on va trop gros à un moment donné, alors que ce soit post-it ou sur un outil informatique, si chacun commence à modifier les choses, on va vite se perdre, donc peut-être que je me trompe. Et de deux, je vois pas comment on est un peu dépendant d'avancer vraiment étape par étape. Mhm. Du coup, on va découvrir des choses, mais du coup, on peut pas vraiment paralyser plusieurs choses en même temps. Mhm. Donc, si j'ai une équipe de 4 personnes, mais que j'ai 4 linéaires, on va pas mettre 4 personnes sur la même tâche. Enfin, du coup, Oui. est-ce qu'on peut voir un peu plus loin? Est-ce qu'on est dépendant de la tâche précédente enfin, comment on construit les tâches? Est-ce qu'on peut faire des tâches isolées, mais qui vont se suivre? Oui. Voilà, c'est ça la question. Bon, donc je reprends la première question qui était le taille d'équipe. Moi, je dirais oui, c'est un outil pour le taille équipe développement. C'est pas pour une équipe de 20 ou 30. Si vous avez plusieurs équipes de développement, ils peuvent faire à l'intérieur de chaque équipe des Mikado. Donc tu peux avoir, il n'y a pas de limite du nombre de Mikado que tu peux avoir. Mais oui, moi je dirais un groupe de 5 personnes, c'est parfait. Et ça peut être que 2 binômes advanced sur 2 tâches différentes. Donc on veut des tâches pas trop petites. Donc ça peut être... on a une équipe qui travaille sur celui-là, qui va prendre... il y a des préparations, mais on ne peut pas encore exécuter parce que ça dépend de celui-là. Mais on peut commencer... on va commencer à faire le Terraform pour créer les ressources. Mais d'abord, il nous faut les idées de ressources précédentes, des trucs comme ça. Donc on peut paralléliser certaines choses. Tu as aussi... moi, j'avais beaucoup plus de tâches parallèles
pour passer ici à là, il y avait plusieurs tâches à faire. Donc, taille d'équipe, oui, c'est une équipe de développeurs. Nous, on avait, je pense que c'était 4 infra qui faisaient vraiment l'exercice. Et eux, ils avaient plusieurs Mikado et parfois c'était un mec qui va, moi j'ai travaillé sur celui-là de 6 Mikado et toi tu commences cette étape de l'autre Mikado et donc c'est pas un peu paralysé et c'est pas du mob programming si tu veux. Ça peut marcher très bien. Allez, toi d'abord. J'ai 2 questions. Du coup, le Mikado, c'est le post-it. C'est le graphe. Le graphe entier. C'est le graphe. Oui. Et une de mes questions, c'était, moi je pense que je vais m'en servir pour un projet sur lequel je suis un peu toute seule. Et j'ai l'impression que c'est beaucoup aussi pour, comme on a dit, complexe versus compliqué, donc plus pour les choses où tout le monde découvre. Mm-hmm. Et comment ça se passe, ou qu'est-ce que tu conseillerais dans la relation entre, mettons, un junior et un senior. Donc le junior, pour lui, c'est complexe parce qu'il ne l'a jamais fait. Mm-hmm. Comment il le soumet à la relecture ou autre d'un senior qui pourrait l'aiguiller en amont en disant, en fait, ça, t'as mis ça et ça, en fait, je sais déjà que ça sera plus compliqué. Comment on peut enrichir ce graphe par une relecture de... Oui, ça peut être très intéressant. Ça revient, je ne sais pas si c'était dans ma présentation de l'architecture, le advice process où on demande des conseils aux experts. Donc on peut faire un groupe de juniors peut faire un Mikado et puis demander à un tech lead ou quelqu'un de plus senior, il dit, vous en pensez quoi? Ah ouais, c'est bien, mais celui-là, je pense que tu n'auras pas besoin. Mais en fait, c'est pas important. Parce que normalement, ils vont découvrir. Et puis aussi, c'est l'aspect qu'on ne veut pas enlever, surtout des juniors, d'échouer. De se vautrer complètement et dire, ah bon, voilà. Je le savais. Oui. Du coup, est-ce que tu l'utilises dans le refactoring Mikado? Est-ce que tu as déjà utilisé TCR associé à Mikado? Non, mais c'est intéressant. C'est peut-être un sujet pour demain. J'utilise à 2 niveaux. Un niveau, donc j'ai un très gros refacto qui me prend plusieurs jours. Ouais. Et ensuite, je tente tout le refacto en TCR. Dès que je vois que ça devient trop compliqué, donc quand je fais du TCR, ça me fait un mini-graphe mental Mikado. Si je vois que je me plante un moment, je note le nouveau prérequis qui devient mon nouvel objectif et je retente en TCR et je boucle comme ça. Et c'est une technique de ultra bourrin parce que je réfléchis pas et je code, je me prends un mur, je code. Ouais. Et est-ce que tu as déjà vu des équipes pratiquer comme ça? Je réponds d'abord, je pense que c'est un très bon outil de mémoire. Donc, ce que tu as décrit, tu fais plein de choses, puis boum, ça marche pas, et tu recommences au début. Donc, c'est un très bon aide-mémoire. Je sais où j'étais. Est-ce que tout le monde connaît TCR? Non? C'est test, commit ou revert. C'est une technique de Ken Beck où tu fais un test. Si le test est vert, tu commit. Si il est rouge, tu supprimes ce que tu as fait. Tu fais git revert. Donc, donc c'est un peu brutal parfois, mais... Tu reviens en arrière à chaque fois que tu es surpris par le résultat du test. C'est ça, voilà. Donc ça te pousse à ne jamais être dans un état où on dit oui, les tests passent pas tous, mais ça vient. Ouais. C'est 1 heure ou 2, voire 2 jours où les tests sont rouges, mais je vais rentrer. On va arriver. Travail en cours. Tu veux pas faire ça. Je vais créer de la dette. Ouais. Tu dis soit tu as été surpris et il faut que tu reviennes en arrière sur le dernier step que tu as fait, soit tu n'as pas été surpris et là tu peux pousser ton code. Mais si tu as été surpris, tu devrais recommencer. Ouais. Ça te pousse à faire des plus petites étapes parce que tu recommences. Si tu as fait 20 minutes et que tu es surpris, il t'efface 20 minutes de code et tu dis je vais quand même pas refaire ça. Ouais. Il faut jouer le jeu bien sûr. Si tu joues pas le jeu, tu copies-colles ou tu génères le code, ça sert à rien de faire. Il y a des scripts. Ouais. Philippe, comment ça s'appelle j'ai oublié son nom de famille. Il avait un script où dès que ça échoue, allez, git revert. Et ta code disparaît. Pas
copain, il a développé un outil Git Gamble qui permet de faire du TCR avec Git. Ça marche très bien. Ouais. Non, oui, c'est back-end back, c'est un peu radical. Ça pousse à faire des baby steps. C'est ce qu'on veut, c'est vraiment des petits pas. Donc, et si vous pouvez noter, documenter, j'ai pris un mur à cause de ça, qui veut dire qu'avant de faire ça, il faut que je fasse ça aussi. On est tout gagnant. Et c'est le but. Et voilà, I'm over time. Oui. Est-ce que du coup, sur un projet un peu long et complexe, on peut déjà faire un premier Mikado sur les grosses étapes, et en fait, on prendrait chaque petite étape, et on refait des Mikados de ça? Tente-le. C'est sortir un peu du Mikado, parce que dans tous les cas, en avançant, on fera des nouvelles étapes. Ouais, ça peut être intéressant. J'ai pas d'expérience comme ça, mais moi j'ai fait vachement gaffe à pas faire du travail non nécessaire. Donc j'ai envie de dire, ne fais pas 3 jours de Mikado, que tu vas rendre compte. Ouais. Mais peut-être faire un macro Mikado de ce que tu penses que tu devrais faire et commencer à faire. Au contraire, moi j'encourage que le Mikado puisse durer plusieurs jours. Oui, ça peut durer des semaines même. Ah, Ok. Ouais. Le Mikado, il dure le temps que tu as besoin pour faire ta migration, de démarrer assez vite, à rentrer dedans. ok. Ouais, c'est la partie plan qui doit pas durer en fait. Parce que Oui, t'as c'est un ça. plan, mais si tu passes 3 jours à faire un plan, là t'es parti en bureaucratie, t'es plus en Ouais, c'est ça. rien du tout. Ouais, l'idée c'est, idéalement je pense un Mikado ça peut prendre 10-15 minutes, peut-être 1 heure max, Ouais. et puis on commence à bosser. Et si tu as plein de post-it dans le plan, c'est que tu as trop de sujets à la fois en fait peut-être déjà. Ouais. Tu devrais déjà commencer à Exactement. essayer quelque chose. Ouais. Ça permet de réduire la taille du Mikado et de se concentrer sur un Mikado plus Ouais. petit. Ouais. Mais ça demande un certain courage parce qu'il y a des tas de gens qui sont motivés par continuer à faire un plan. Ouais. Si je suis assis en réunion à continuer à faire un plan, je suis vachement mieux qu'à essayer de changer des trucs. En fait. Ouais, d'échouer. Il faut en tenir compte parce que c'est un piège très fréquent. Ce que je veux dire, c'est que ça fait partie de la nature humaine. Enfin, c'est un peu grossier de dire nature humaine, mais c'est partie de la nature humaine de dire moi, tant qu'on est sur un plan et que je peux discuter là, comme ça, je peux être sérieux pendant des jours en réunion et je suis pas en train d'essayer et j'apprends pas en fait. Ouais. Ça, c'est le truc, l'outil montre l'obstacle, tu vois. Ouais. Quand tu as dit tout à l'heure, essayez de casser le truc et de le commencer et puis vous verrez bien. Ouais. Là, je suis pas pour les grands trucs, j'essaye de casser au plus vite. Ouais, faut aller échouer rapidement. Ouais, échouer rapidement, ouais, c'est ça. Voilà. Si on Fail doit échouer, fast. faut que ce soit un petit Bah oui. échec. Oui. Ouais, je sais qu'on est en retard, mais j'ai bien une petite question. Comment tu fais pour réconcilier ça avec une culture de budgétisation, de sous-traitance? Je le fais pas. C'est le truc tout le temps. Ouais. À chaque fois, Moi je dirais c'est. j'essaie d'introduire des trucs comme ça. On me dit comment je fais pour budgéter ça, pour quand? Ouais. Ça, c'est l'éternel débat de l'agilité. Ouais. Moi je dirais les gars vont planifier le travail de toute façon, donc il vaut mieux faire lightweight, rapide et qui se met à travailler que qui passe 3 semaines ou 2 jours entiers ensemble. Donc ouais. Je me doutais un peu de la réponse. C'est juste là où dans le bouquin ils auraient dit tu prends 3 jours par ticket, enfin j'en sais rien. Non, le bouquin c'est plutôt vraiment très focus personne ou plusieurs petites équipes. Mais ça parle pas de 20 équipes de 100 personnes. Donc voilà. De rien. Merci. Et merci Christophe Thibault.